Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 21 décembre 2025. Les États-Unis mettent Nicolás Maduro en faillite et le laissent sans argent, sans pétrole, sans honneur. Ils l'ont encore fait, et cette fois avec un pétrolier envoyé par la Chine. Trop en défi, ils misent tout sur une seule carte, ils misent sur la liberté du Venezuela. Premier avertissement, deuxième avertissement. À la troisième balle, c'est la bonne. Famille, vos likes, vos commentaires. Ici, c'est stratégie militaire. La liberté est plus proche. La liberté du Venezuela commence ici en direct. Nous commençons. Bonne soirée à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. 21 décembre 2025, quel week-end. Qui aurait pensé, qui aurait pu dire que ça allait être ennuyeux, que la nouvelle lune, l'obscurité n'allait pas apporter de choses mystérieuses et qu'il n'allait rien se passer au Venezuela. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous fais une grande accolade à tous nos amis du Venezuela, à toute la communauté qui a rejoint les militaires. Avec des milliers et des milliers de personnes du monde entier qui aiment profiter des nouvelles d'une manière différente, c'est comme ça que nous le faisons, c'est comme ça que nous aimons. 372 000 abonnés. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pendant cette attente pour commencer l'émission. Et je veux vraiment vous dire que nous voulons atteindre les 400 000. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais rien n'est impossible. De la même manière, il n'est pas impossible que le Venezuela soit libéré de la tyrannie de la narcodictature de Nicolás Maduro. Bon. Je vois que les réseaux sont assez silencieux. C'est la vérité. Je suis allé dormir un moment, je vais être honnête. J'ai dormi un peu parce que j'étais crevé. J'étais vraiment épuisé et j'accumule de la fatigue depuis des semaines à cause de tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que j'ai été piqué par la mouche sexette et j'ai un sommeil horrible. Mais j'étais au lit en train d'essayer de trouver. Je ne sais pas, et excuse-moi de rire, mais c'est que des images de Nicolás Maduro, une réaction, un cri de Delcy s'arrachant les cheveux. Vladimir Padrino, je n'en peux plus. Quelque chose. J'essayais de trouver quelque chose ou une histoire à raconter, mais je n'en ai trouvé qu'une. Maintenant, regardez. Je crois qu'il n'y croit toujours pas. Nous avons de nouveaux détails. J'ai des images satellites. Ne me demandez pas comment je fais ça pendant que je dors. Je ne me l'explique pas non plus. Mais oui, nous avons des images du pétrolier Centurion ou Century. Comment voulez-vous le dire? Où était-il? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des détails que nous pouvons déjà commencer à commenter et dont nous pouvons commencer à nous rendre compte dans cette histoire. Et ici, je veux faire appel à votre bon sens. Nous avons passé plusieurs jours ici dans Stratégie Militaire. Et en plus, nous allons ouvrir la carte de Flare Radar et accéder à des informations en temps réel. Car il peut encore se passer des choses cette nuit. Salutations à nos amis de Guarimba, Marie-Gaston. Quel programme incroyable vous avez eu. J'ai vu un peu la partie finale. Eh bien, que dire? Les titans de la communication, Marie-Gaston. Un salut à toute la communauté de Guarimba qui se joint à nous. Bien, je voulais dire qu'il peut se passer plus de choses ce soir. Ne me dis pas, mais bon, des stratégies. Tu dis quoi? Je dis ça. Il y a en ce moment 3 pétroliers qui se trouvent dans la zone hors de la protection des Cayucos de Nicolás Maduro. Donc on vient juste de commencer, hein? Guarimberos, vous ne ratez rien, on vient juste de commencer.
À l'instant, il y a quelque chose qui attire beaucoup notre attention. Nous suivons la flotte fantôme depuis déjà plusieurs jours. Nous cherchons à savoir quels sont ces navires, lesquels sont sanctionnés. Quelle est l'histoire qui se cache derrière Qui est l'armateur? En faisant un travail sérieux dans ce sens, nous allons peut-être plus loin que les autres. Bien, il se passe quelque chose ici. Century, je me souviens maintenant de Cadesa Century. Nous l'avions vérifié et il n'avait pas de sanction. En fait, nous disions, bon, voilà Century. Et tout ça, au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? A-t-il pris les États-Unis? Un pétrolier qui non n'était pas sanctionné. C'est un avant et un après, c'est un pétrolier qui a été payé par la Chine. Nous avons déjà un passé avec ce sujet. Le pétrolier était déjà venu 1 ou 2 fois. Par là, il était déjà passé 1 ou 2 fois par là, pas beaucoup. Depuis l'année 2020, ce pétrolier chargé au Venezuela, ce n'était pas la première fois, ce navire était très surveillé. Mais il était déjà venu 7 fois, il avait exporté du pétrole vénézuélien à 7 reprises. Nous allons commencer ici à donner des informations de renseignement ici dans la stratégie militaire. Famille, vous devez laisser vos likes, vous venez de nous rejoindre. C'est super important parce que nous sommes déjà en train de raconter des détails opérationnels de cette histoire. Il existe une communauté au niveau international qui suit les pétroliers de la flotte fantôme depuis de nombreuses années. Century, qui n'était pas sanctionné, était suivi de très près. Plus de 700 photographies satellites. C'est l'un des navires les plus documentés visuellement à ce jour. Pas seulement pour faire le plein, pour Nicolas Manu, la cargaison transportée par Century était probablement du combustible de chauffage. Il pouvait transporter. Eh bien, on pense qu'il avait chargé le Centuris 1,8 million de barils de brut au quai nord-ouest du terminal de José entre le 7 décembre 2025 et le 11 décembre 2025. Il l'a fait en plus en déconnectant ses systèmes de géolocalisation. Nous voyons maintenant des images de l'assaut, des images déclassifiées par les États-Unis d'Amérique. Avait-il fait cette charge en secret? Où est-ce le terminal, José? Beaucoup se demandent où a eu lieu cet événement. C'est ici que tout va prendre son sens. Avec les images que nous avons vues et les vols que nous avions vus de Black Cat et de quelques autres, ce navire transportait-il du carburant raffiné extrait du bassin de l'Orénoque? Ce que vous entendez, regardez bien ce que nous allons montrer maintenant. Le chemin caché que Century avait créé pour passer inaperçu et être un navire de plus au milieu de la mer. Allons-y à l'intérieur, vidéo. Nous sommes ici sur marinetraffic.com, le site de confiance que j'utilise pour suivre ce genre d'événements. Et voici le complexe pétrochimique de José Antonio Anzoátegui, côte du Venezuela, près de la région de Barcelone. Barcelona. C'est ici qu'un groupe important de pétroliers se réunit. Certains d'entre eux, comme ceux que nous voyons ici, sont sanctionnés. Santos est sanctionné
nous le savons. Premier est également sanctionné, nous le savons aussi, Galaxy 3 est également sanctionné. Henry, je crois que lui aussi et tous ceux présents ici, y compris Camilla, sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Le navire Independent et le Warrior King sont également sanctionnés. Indépendamment du fait qu'ils soient au Venezuela ou non, dans n'importe quel port du monde, ces navires sont sanctionnés. Il faut que ce soit clair, ce n'est pas parce qu'ils sont là, c'est parce qu'ils sont sanctionnés pour avoir commis des délits, selon les États-Unis, ou des crimes liés à la vente de pétrole illégal ou de pétrole sanctionné. Ce qui s'est passé ici, et nous avons la preuve du délit ici dans les stratégies militaires. Attention à cela. Pendant que je dormais, mes rêves travaillaient et apportaient plus d'informations. Entre les jours 5 et 10, comme nous l'avons dit, je crois que nous avons dit entre le 7 et le 11, excusez-moi. 7 et 11 décembre. Cela s'est-il produit? Regardez, cette photo, c'est le Centuris. Le Centuris faisait le plein de carburant au terminal. De José, non. À l'intérieur, dans une zone extérieure, où ils ont installé de grands pare-chocs à travers des tuyaux marins. Un moyen de les abreuver. À tous ceux-là, nous allons essayer de retrouver cette image, même si malheureusement, nous ne l'aurons pas. Oui, nous l'avons, excusez-moi. Oui, nous l'avons. Image satellite précisément de cette histoire. Ici, nous voyons le terminal où l'on peut également effectuer la même opération, mais avec des navires ayant moins de tirants d'eau, moins de profondeur. Nous parlons d'un colosse de 333 mètres, aussi long qu'un porte-avions. C'est gigantesque ici à l'intérieur. Dans cette zone, c'est aussi là que se fait le chargement. Regardez! Dans cette structure, qui peut alimenter jusqu'à 4 pétroliers ou plus, cela dépend de la taille. On effectue le chargement des plus grands navires. C'est aussi la plus discrète, celle qu'on veut faire rapidement. Regardez, 325 mètres de long. Et une largeur? On le voit par ici. De 55 mètres. C'est ici que Century a été chargé du 7 au 11, comme on le voit sur l'image satellite, qui a été localisée. Toute cette opération étant menée secrètement par le Venezuela, il n'est pas officiellement déclaré que Century est en train d'être chargé de carburant. La facture d'achat de ce matériel par la Chine n'apparaît nulle part. La Chine ne le paiera probablement même pas. Parce que c'est peut-être le paiement pour des choses qui sont arrivées au Venezuela. Par exemple, des munitions ou des armes. Il est possible qu'une partie du paiement se fasse avec les radars, les systèmes de défense anti-aérienne et d'autres trucs du genre. Bon, eh bien, test. La Century commence un voyage en mode silencieux, pour ne ressembler à rien de plus ni de moins. En haute mer, dans cette zone, il essaie de franchir le blocus et c'est là qu'intervient Black Cat. Le drone que nous avons vu pendant toutes ces nuits, traversant depuis Jacksonville, depuis la Floride aux États-Unis, arrivant là-bas. Le Triton. Le Q4. Ce drone spécialisé dans la guerre navale et la collecte de renseignements navals, accompagné des avions P-8, s'approche des côtes du Venezuela. Vous vous souvenez? Il était au-dessus de cette zone. Il détecte que ce grand navire dont nous parlons, Centuris,
est au terminal de chargement. Il le vérifie plusieurs jours. Ils sont en train de le charger jusqu'à ras-bord. Ensuite, il détecte que le navire prend la direction du nord et se place dans la zone de Curaçao, entre Bonaire et Curaçao, au nord des deux îles. Les États-Unis le suivent en mode silencieux. Pendant des jours, ils mènent des opérations aériennes au-dessus de la zone et du vecteur où se trouve le navire. Grand Rock et nous, ici en direct, dans plusieurs émissions, faisions le calcul des navires qui pourraient se trouver dans la zone de la Orchila, la zone du Grand Rock. Qui pourrait être présent, sanctionné ou non? Nous faisions une recherche exhaustive sur les stratégies militaires. Nous vérifions un par un ce que personne n'avait fait. Je pense qu'aucune communauté, aucune langue ne le faisait. C'était nous à stratégie militaire. Arrivés à Centuris, nous disions que ce n'était pas sanctionné et ignorions l'origine. Century attendait. Le moment idéal pour commencer à prendre la direction de la Chine, traverser peut-être rapidement le canal de Panama pour s'éclipser parmi les centaines et centaines de pétroliers qui se trouvent dans cette zone. Le voyage est resté bloqué là pendant des jours. Nous regardions Centuris, ce mastodonte. Regardez. Gigantesque. Imposante. Nous nous rendons compte que sur ces photographies, le navire n'est pas chargé. Il n'est pas chargé car la ligne de flottaison, la partie morte, la partie vive, varie en hauteur. Lorsque le navire est chargé, la partie que nous voyons en marron est immergée, elle est enfoncée. Pratiquement l'eau arrive à la hauteur de la ligne noire. C'est ainsi qu'on fait pour que le navire puisse entrer dans des eaux peu profondes. Mais ensuite, il a des difficultés. Sur cette photo, le navire est chargé à ras-bord. On le voit, tu vois la différence de hauteur? Ici, on le voit aussi à nouveau chargé. Le méga pétrolier, super pétrolier, et il est chargé à ras-bord. D'après les images que nous voyons dans la vidéo, on le voit là. Un bingo complet, un blackjack pour les États-Unis d'Amérique. Après avoir capturé Skipper, le régime pense que les États-Unis peuvent capturer plus de navires. C'est ce que fait le régime de Nicolás Maduro. Pour éviter cette scène, il appelle tous les pétroliers de la flotte fantôme à s'approcher des eaux du Venezuela. Pendant quelques jours, jusqu'au départ de Santurismo, le navire est escorté par des patrouilleurs du Venezuela. Une partie de ce voyage, jusqu'à ce qu'il quitte les eaux du Venezuela, est accompagnée d'une escorte militaire. Cette escorte militaire s'en va une fois qu'il a traversé les eaux vénézuéliennes. Là, il entre dans une zone sombre. Cela me rappelle la Seconde Guerre mondiale, quand les navires américains traversaient l'Atlantique pendant un certain temps. La marine américaine, qui n'était pas encore en guerre contre l'Allemagne. Officiellement, elle escortait les navires de charge aux navires logistiques qui transportaient des munitions, du carburant et d'autres choses au Royaume-Uni pour tenir pendant la guerre. Il y avait une zone dans l'Atlantique où les sous-marins allemands attendaient. Ces navires, ils les attendaient dans une zone précise. Quand la protection américaine se retirait et que la protection britannique devait prendre le relais pour poursuivre le reste du voyage jusqu'aux îles britanniques, eh bien, ici c'est pareil. Les États-Unis ont attendu que
La présence militaire d'escorte de ce navire s'en aille. Quand ils l'ont fait, à l'aube, les équipes des Navy SEALs, embarquées depuis l'United States Ship Gerald Ford, ont lancé l'attaque. Ils l'ont fait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ce que vous voyez à l'image. Nicolás Maduro. Il perdait près de 2 millions de barils de pétrole. La Chine les perdait aussi. Les États-Unis portaient un double coup. Les États-Unis savent-ils que la Chine envoie des armes au Venezuela, qu'ils les arment? Avez-vous choisi ce navire en toute conscience? Le reste des navires de la flotte fantôme, nous avons déjà vu où ils sont. Certains à José, d'autres ici à Amui. Tous cachés près d'une zone protégée par l'armée pour éviter que les États-Unis n'entrent et ne les emmènent. Alors faites attention. Faites attention à ça. Même s'ils sont ici, à un moment donné, ils doivent en sortir, sinon c'est la faillite totale. Pour Nicolás Maduro, le régime manque d'argent et il n'est pas apparu. Attention. Parce qu'il y a des navires qui changent déjà de localisation pour que les États-Unis ne les recherchent pas. Bandra, par exemple, se trouve en ce moment avec une escorte militaire près des eaux du Venezuela. Là, nous le voyons sanctionné, Véronique un peu plus au nord, au sud d'Aruba, également sanctionné. Nous restons dans la même lignée. L'IFPEL que nous voyons maintenant n'est pas sanctionné, mais il possède du pétrole du Venezuela. Faites attention à cela. L'Azur, un autre super méga pétrolier, il est aussi sanctionné et vient de Chine. Aussi avec du pétrole vénézuélien. Attendant le moment pour s'en aller de là-bas, sans que les États-Unis ne le touchent, le capitaine attend des ordres. La situation peut devenir plus intéressante. Ce que nous trouvons très intéressant, c'est la faillite pour Nicolás Maduro. Maintenant, personne ne veut aller faire le plein de carburant au Venezuela. Le Venezuela est-il devenu la route maudite des pétroliers? Il y en a déjà deux très grands, deux qui représentent une perte économique importante. Avec ce business, Nicolás Maduro encaisse plus de 10 milliards de dollars par an. Pour qu'on réalise cela, Petróleo de Venezuela, société anonyme récemment. Selon Betty Lafea, plus d'1,5 million de barils par jour sont capables de projeter et de charger plus d'1,5 million. Une véritable folie. En réalité, ils ont changé le message que nous avions lu lors de l'émission précédente sur leur réseau social Telegram pour éviter de paraître ridicule. 1,2 million. Eh bien, ce navire a emporté la production d'une journée entière du Venezuela. C'est cassé, c'est vraiment cassé. Qu'a dit le régime? Maduro est sorti, Vladimir Padrino est sorti, quelqu'un est venu parler, quelqu'un avait quelque chose à dire. Non. On t'a seulement permis d'envoyer un message? Nous allons le voir ici en direct, dans Stratégie militaire. Regardez. Nous allons le voir. Officier de la République bolivarienne du Venezuela, allons sur Telegram. La vice-présidente exécutive de la République, Delcy Rodriguez, qui dit ce qui suit. Le Venezuela condamne le vol de pétrole vénézuélien qui constitue un grave acte illicite de piraterie internationale de la part du gouvernement des États-Unis. Nous allons lire, en plus du message de la vice-présidente exécutive de la République, le communiqué officiel.
La République bolivarienne du Venezuela dénonce et rejette catégoriquement le vol et la saisie d'un nouveau navire privé transportant du pétrole vénézuélien, ainsi que la disparition forcée de son équipage, commise par des militaires des États-Unis d'Amérique dans les eaux internationales. Cet acte grave de piraterie implique la commission flagrante du délit prévu à l'article 3 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, ainsi qu'une violation flagrante de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, de l'article 2 de la Convention de Genève sur la haute mer, et de la déclaration relative aux principes de droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les États, parmi d'autres normes de droit international applicables. Le modèle colonialiste que le gouvernement des États-Unis tente d'imposer avec ce type de pratique échouera et sera vaincu par le peuple vénézuélien. Le Venezuela poursuivra sa croissance économique fondée sur ses 14 moteurs et le développement de son industrie des hydrocarbures de manière indépendante et souveraine. Nous poursuivons la lecture de ce communiqué officiel. La République bolivarienne du Venezuela réaffirme que ces actes ne resteront pas impunis et qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires, y compris le dépôt de plainte. Devant le Congrès, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d'autres organismes multilatéraux et les gouvernements mondiaux. Le droit international prévaudra et les responsables de ces actes graves devront répondre de leur conduite criminelle devant la justice et l'histoire. Communiqué officiel de la République bolivarienne du Venezuela. Comment vous sentez-vous après avoir lu un bout de papier? Sans que Nicolas Maduro ne sorte expliquer ce qui se passe, sans que Vladimir Padrino ne sorte expliquer pourquoi. Le pétrole extrait du Venezuela, vendu illégalement à la Chine, dans lequel le peuple ne verra même pas un centime, a été pillé par les États-Unis d'Amérique. Mais il ne s'agit pas seulement de l'impact économique, il y a aussi l'impact psychologique. De ne pas pouvoir défendre les navires, de ne pas pouvoir leur fournir une escorte en haute mer, pas seulement près de leurs côtes, mais en haute mer. Ils ne sont pas stupides. Ils ne vont pas sortir avec un navire militaire dans les eaux internationales, l'escorter et affronter la marine de guerre des États-Unis d'Amérique. Un destroyer de la classe Harley Burke s'amuserait beaucoup à couler de petits bateaux fournis par l'Iran au Venezuela. La flotte de surface du Venezuela est très pauvre en caractéristiques et en capacité. Ils ne peuvent pas faire face. Mais pas seulement cela. En plus de lire là que leurs seules actions seront de parler avec le Conseil de sécurité des Nations Unies ou d'autres organismes, pour leur dire qu'ils vendent illégalement du pétrole à des pays qui soutiennent des guerres. Eh bien, il y a autre chose. La perte de 2 navires, comme le Skipper et maintenant le Centuris, c'est un coup très dur. Ces navires, en plus d'être achetés et loués par ces dictatures comme la Russie, la Chine ou l'Iran, des pays qui sont en guerre en Afrique. Ces navires, en plus, ont une autre mission une fois qu'ils sont en mer. Les autres petits navires, ceux de la flotte fantôme, s'approchent de ce navire au beau milieu de la nuit. Ils déconnectent leurs transpondeurs pour que personne ne sache qu'ils sont ensemble. Et ce n'est pas que le capitaine du navire, dans ce cas Centuris, va dîner sur le navire B. Non inconnu. Ce qu'ils font, c'est connecter en haute mer le système de tuyaux pour faire du ravitaillement, pour transférer d'un pétrolier à un autre. Une fois qu'ils font cela, l'autre pétrolier s'en va, et cela n'est jamais arrivé. Personne ne saura que le pétrole du Venezuela est distribué et finance les guerres de nombreux pays qui commettent des crimes contre l'humanité, contre la population. Maduro porte aussi une grande responsabilité dans cette histoire. La seule chose qu'il exporte, c'est du sang, de la douleur et de la souffrance, à travers le pétrole, à travers la drogue, à travers l'or. Quel dommage, quel grand dommage. Mais il y a aussi autre chose qui attire l'attention.
Aucun d'entre eux n'est apparu en vidéo. Ils ont eu tout l'après-midi et toute la nuit pour sortir, dire quelque chose, enregistrer une vidéo. De lui, la moche, la seule chose qu'il a faite, c'est d'écrire sur son télégramme, et pas grand-chose de plus. Ils l'ont fait en anglais et en espagnol. Une réponse très très pauvre, très pauvre. Ici, la situation est claire, ils ne savent pas quoi faire. Ni eux-mêmes, actuellement, ne peuvent envisager une réponse qu'ils ne peuvent donner. La réponse idéale serait qu'à partir de maintenant, tous ces navires aient une escorte militaire. Jusqu'à ce qu'ils traversent le canal de Panama. Eh bien, cela ne va pas arriver, que personne ne s'attende à ce que cela se produise ou que cela arrive. Cet après-midi, le régime s'est contenté de réunir ses 4 F-16, les envoyer faire un tour le long de la côte et rentrer à la maison. Ils étaient sur l'île Margarita, pensant qu'une opération allait de nouveau avoir lieu là-bas. Les États-Unis ont encore joué avec eux. Et de quelle manière? Dans la région de Trinité et Tobago, ils scrutent les eaux depuis plusieurs jours à la recherche de victimes. Il y en a au moins un qui est sanctionné, mais maintenant ici, le problème n'est plus que le navire soit sanctionné. Je veux que cela soit bien clair pour vous. Tout navire qui transporte du pétrole du Venezuela peut être réquisitionné par les États-Unis d'Amérique. C'est un blocus naval, littéralement. Si les États-Unis le veulent, ils les attaquent. Sinon, ils ne les attaqueront pas. Mais le choix n'est pas au Venezuela. Le choix appartient aux États-Unis. Et c'est là que réside la clé de cette histoire. Vladimir Padrino, qui aujourd'hui samedi était apporté son soutien et sa couverture aux milices, n'a rien dit. Et il savait déjà ce qui s'était passé avec le pétrolier. Il savait déjà que cela était arrivé. C'est arrivé à l'aube. Depuis l'aube, il savait déjà ce qui se passait. Le chef, le capitaine et l'équipage l'ont-ils appelé au Venezuela pour l'informer. Ont-ils appelé l'armateur? Il y a des hélicoptères qui tournent autour du navire et des types en tenue de camouflage avec des armes futuristes. Ils vont au poste de commandement. Mais ils n'ont rien dit sur Vladimir. Il s'est tué à la télévision aujourd'hui pendant son discours pour éviter le ridicule. Maintenant Maduro, tout silencieux. Demain, il sortira pour crier un peu, donner quelques coups de tête. Dire que ce sont des pirates, des corsaires, que ce sont des voleurs et qu'ils emportent donc le pétrole, eh bien, mauvaise nouvelle pour Nicolas. La facture que le doit le Venezuela aux États-Unis d'Amérique pour l'exploitation des puits de pétrole est très élevée. Ce sont des milliards de dollars, ce qui fait que les États-Unis vont garder des navires, des pétroliers, ce qui les arrange bien. Ils assureront la maintenance et pourront les mettre à disposition. En plus de la cargaison, bien sûr, je pense que Skipper est déjà arrivé au Texas, sur la côte. Il est là-bas en train de décharger. Allons voir où est arrivé Skipper. Je pensais qu'ils allaient l'emmener. Que nous devions tenir bon pour leur rendre l'humiliation un peu plus difficile. Allons voir où est Skipper. Il est déjà là sur les côtes de Houston, aux États-Unis, attendant le moment d'entrée. Décharger le brut. Il peut le faire à plusieurs endroits, même si à son échelle. Comment intègre-t-il Skipper? Il ne rentre pas là-dedans. C'est comme un porte-avions, j'insiste. C'est immense, ça ne rentre pas ici. Peut-être qu'ils doivent faire du ravitaillement à bord, dans le golfe d'Amérique ou le golfe du Mexique. Regardez tous ceux qui attendent pour entrer et décharger. Est-ce que Skipper peut entrer par ici? Je ne sais pas, je crois que oui.
C'est que ce sont des navires gigantesques, très très grands. On va voir ce qui se passe. Mais là, il y a skipper. C'est bon. Coupé par les gardes-côtes, position il y a 10 minutes, le frère de Centuris. Nous attendons un moment, dans quelques jours ils arriveront, ils vont les faire passer devant Cuba, il n'y aura même pas 1 litre de carburant. Chine. Comment cela affecte-t-il les relations entre les États-Unis et la Chine? Les États-Unis le disent clairement, romps ton alliance avec Nicolas Maduro, ou cela te coûtera de l'argent. Et la Chine non plus ne peut rien faire pour l'empêcher, parce qu'il transporte du carburant vénézuélien qui est sanctionné, il s'expose en transportant ce pétrolier. À ce qu'il soit saisi. Incroyable. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'ils vont défendre ou qu'ils vont faire quelque chose? Vous pensez qu'ils vont faire quelque chose? Nous ne le savons pas. Je ne pense pas. Je crois que non. Qu'ils n'en sont pas capables, peut-être. Et ils peuvent nous surprendre, mais j'ai bien peur que non. Ils peuvent aller à Citgo? Oui, ils peuvent aller à Citgo. Peut-être à la station-service Citgo. Mais ça ne change rien. Le pétrole est déjà américain. Le pétrole est déjà américain. Voyons maintenant comment ils vont s'en sortir. Il n'y a rien de mieux que de toucher au portefeuille de Nicolas Maduro. C'est justement ce qui arrive au régime actuellement et lui nuit. C'est ce qui le blesse le plus. Qu'on touche à leur portefeuille et que l'argent du marché noir disparaisse. Je l'ai dit il y a longtemps, ce que les États-Unis doivent faire pour mettre fin au régime, attaquer les lignes du cartel et les empêcher d'envoyer du carburant, de sortir du pétrole. Tu le coules? Le temps ne joue pas contre les États-Unis, ni contre Maria Corina, ni contre la résistance. Non. Le temps joue contre Nicolas Maduro. Et pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, je le répète, ils ont toute l'armée déployée. Et ça coûte des millions et des millions de dollars. Si en plus la source qui peut le financer est capturée en haute mer, là, le jeu est terminé pour lui. C'est une course d'endurance, ce n'est pas une course pour savoir qui est le plus rapide. Aujourd'hui également, les avions SP-35 arrivaient à Ponce. Ceux de la garde nationale sont déjà avec ceux de la marine, tous prêts. Eh bien, maintenant, sûrement dans les prochains jours, lorsque toute la logistique des F-35 sera prête et que tout sera en place, nous verrons l'arrivée d'autres avions, les F-15 par exemple. Ces avions que les États-Unis aiment tant utiliser pour des frappes de précision. La guerre n'est pas terminée, la guerre a commencé. Elle a commencé il y a déjà plusieurs jours, de nombreux jours. De plus, ce qui est très important à prendre en compte, famille. Très en compte. Ils sont perdus. Ils sont dans l'obscurité totale. Désespérés, sans savoir quoi faire. Ils n'ont rien publié sur aucun réseau social. Seule Betty Lamoche s'est mise à dire des bêtises sur Twitter. Sur Telegram. Menacer les États-Unis. Menacer d'aller à l'Organisation des Nations Unies fait rire les États-Unis. Incroyable. Quelle famille incroyable.
Eh bien, j'espère que toutes les informations de ce deuxième briefing, avec des renseignements, vous ont plu sur ce qui s'est passé avec le navire. À la prochaine émission sur stratégie militaire. Salut à tous.